Bonjour, Vérité Choc. Ce que j'aimerais dire, c'est que je suis dans une situation où je ne sais pas comment dire, mais depuis plus de 15 ans, j'ai des problèmes avec ma maman. J'ai des problèmes avec ma maman parce que, honnêtement, je ne peux pas vous dire la raison. Mais ce que je sais, c'est que j'ai accouché très tôt, étant étudiante, mais j'étais très jeune. Et face à mon refus de faire un avortement, ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Alors j'ai subi tout genre de maltraitance, mais je me suis dit c'est aussi un peu la déception. C'est aussi un peu la déception et je me suis dit bon, avec le temps ça va passer. À peine j'ai conçu, j'ai dû arrêter l'université, mais je ne me suis pas arrêtée là, j'ai continué dans une école de formation où j'ai accouché. Et c'était toujours les problèmes puisque je vivais avec une cousine qui avait tout le temps, elle appelait ma maman pour lui faire comprendre que je ne dors pas à la maison, je découche, je couche avec les hommes par-ci par-là. Il fallait juste qu'au campus, qu'elle me voie avec un garçon et bam, elle va appeler. Je me rappelle une fois où ma maman est venue et elle m'a tellement battue que j'avais, je peux dire, les côtes complètement cassées parce qu'elle me tapait avec les traverses du lit. Bon, après ça, c'était toujours... je continuais à vivre avec ma soeur, ma cousine. Après ça, ce jour, quand ma maman est partie, après m'avoir battue comme ça, j'avais tellement mal puisque elle ouvrait mes fesses et elle tapait là-dedans très fortement. C'est avec ça que tu marches partout, elle tape, elle tape. Je sais que certaines personnes qui peuvent me reconnaître diront que c'est pas vrai. Mais je suis la personne qui a vécu ces choses-là. Et honnêtement, si après des années pareilles, je décide d'en parler, c'est parce que je voudrais que ça cesse en fait. Quand elle est partie ce jour-là, la bailleuresse vient et demande qu'est-ce qui s'est passé ici hier soir. On lui explique. J'étais à l'intérieur, j'étais vraiment amochée. Elle demande aux autres filles, puisque c'était un peu comme une petite cité, elle demande aux autres filles, quoi, vous parlez de quoi? Cette fille où tout le monde sort souvent, il part, elle est là. À ce moment, je me suis mise encore à pleurer en me disant pourquoi est-ce que cette maman n'a pas pu se réveiller hier soir pour venir dire ça devant ma mère. Mais bien après, je me suis dit bon, la confiance se gagne. J'ai fini l'école de formation, je suis rentrée. Mon bébé avait 9 mois. Étant né d'abord avec un poids très minable, elle était donc très petite. Et ma cousine justifiait ça par le fait que je couche avec des hommes par-ci par-là. Quand je suis arrivée pendant les vacances à la maison familiale, ma fille avait pratiquement 9 mois. Non, elle avait pratiquement 6 mois puisque j'accouche en décembre. Oui, 6 mois ou 7 mois comme ça. Ma maman me demande de suivre l'enfant en urgence parce que je risquerais de transmettre mes maladies à l'enfant parce qu'elle lui racontait partout que je suis atteinte d'une maladie, je suis ça. Je l'ai sevré comme j'ai pu, je n'avais pas le choix que d'accepter de coopérer parce que j'étais encore sous la responsabilité de mes parents. Après les vacances, il a fallu que je trouve un travail.
j'ai trouvé ce travail et ma mère a refusé que je parte avec ma fille que j'ai laissée en famille malgré moi. Quand je vais donc à mon travail, c'était, comment je vais dire, c'était bien, je vivais seule, dès mon premier salaire, j'achète des habits pour ma fille. Pour moi, c'était comme une chose très grande pour moi. C'était un peu comme si faire les emplettes de son propre argent, quoi, pour son bébé, tu vois. C'est là où quand je le fais, en fait, je vais dans la maison familiale, je vais dans chez nous pour donner. Ma mère déballe ses habits, elle ne fait que dénigrer. Elle ne fait que dénigrer. Il me dit non, ça c'est quel genre d'habits, les friperies de 50-50, les ceci, c'est là. Je crois qu'on manque quoi porter sur elle ici. À ce moment, je tiens à vous rappeler, je touchais 25 000 le mois. Certains même elle a déchiré, d'autres elle a brûlé. J'ai dit ok, sans problème. Moi j'étais dans mon cœur, j'avais déjà acheté. À l'origine, je suis une fille très timide. Mais à cause des événements que j'ai eu à traverser, je suis plutôt devenue comme une caïd en fait. Parce qu'à ce moment, quand ma mère faisait toutes ces choses-là, je ne lui répondais pas. Des fois, j'allais m'enfermer, je pleure et puis après, bon, je passe là-dessus. Ces événements ont continué. Après, ma fille, je sais pas, j'ai appris, bien après qu'elle vivait déjà chez ma grande sœur. Bon, j'avais trop rien à dire, puisque je n'avais même pas droit de lui acheter quoi que ce soit. Même en décembre, tu achètes des habits, quand elle porte sur elle, c'est toujours pour se dénigrer. C'est quel genre d'habits comme ça que tu as acheté? Je faisais de mon mieux en tout cas. Elle a d'abord commencé à vivre chez mes parents et ensuite chez ma grande sœur. J'allais souvent la voir puisque ma grande sœur n'était pas mariée loin de là où je vivais. Et il y avait des fois où quand j'arrive et que ma soeur me voit avec un nouveau sac à main ou un nouvel habit ou une nouvelle chaussure, directement elle appelle ma mère. À peine je suis partie. Oh, ta fille se prostitue déjà jusqu'elle a déjà les ceci, les sacs à main chers, les ceci. À ma mère de m'appeler oh, prostituée. En fait, il y avait tellement d'injures au point où à un moment j'y croyais vraiment. À un moment je me disais, c'est ça. Alors après, je pense, après la naissance de ma fille, je pense après 3 ans ou 4 ans, je rencontre un jeune homme et très vite, notre histoire a vraiment pris, je vais dire quoi, l'envol. Je tombe enceinte. Là, c'était mon deuxième enfant. Le gars me dit non, comme ce sont les vacances, va chez tes parents, je vais venir entre-temps quand je vais me libérer en fait. J'arrive chez mes parents, personne ne savait que j'étais même enceinte. Quand ils l'ont appris, ma mère est venue dans la chambre où j'étais. Elle m'a dit, tu vas manger ta peau. Je te le dis, tu vas manger ta peau. Bon, moi, je me suis dit, c'était des paroles en l'air. Puis en réalité, j'attendais rien de quoi. Je savais que moi-même déjà, avec mon minimum, je pouvais m'occuper de moi. Et aussi, le père de l'enfant était là. Alors, je suis chez nous. Et puis, même à manger, il n'y en avait plus pour moi. À boire, puisque c'était une zone un peu... on allait chercher de l'eau potable ailleurs. Il n'y a que ma fille, des fois, qui venait en cachette me donner un peu de nourriture. Elle n'avait que peut-être 3 ou 4 ans. Elle me donnait un peu de nourriture, de l'eau. Mais quand elle était aperçue, elle était franchement battue. Alors, des fois, je lui disais, ne viens plus. Donc, des fois, j'étais obligée même de prendre de l'eau pas très potable et boire juste pour assouvir ma soif et tout.
À un certain moment, j'étais très malade parce que dans mes débuts de grossesse, je suis toujours très malade. J'appelle mon copain, il me dit je peux pas venir chez vous maintenant. Nous étions au mois de mi-juillet. Je peux pas venir chez vous maintenant. Je t'ai dit et je peux pas envoyer mes parents non plus. Je lui dis non, la situation est vraiment grave. Il faudrait que tu viennes parce que je suis malade. Il me dit ok. Commençons d'abord par te soigner parce que j'ai pas envie de perdre mon enfant. C'est mon premier enfant, je veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je vais t'envoyer de l'argent, mais comme tu dis que tu es trop fatigué, est-ce que tu pourras aller retirer? À ce moment, il y avait juste les Express Union, machin. Je lui dis non, envoie à mon numéro, mais je vais te donner le nom de quelqu'un qui va aller retirer. Je lui donne le nom de ma grande soeur qui est à la maison. Il envoie à ce numéro-là et je reçois le message Express Union. J'appelle ma grande soeur. Comme des filles, quoi, entre filles. Je lui dis, ouais, on m'a envoyé un peu d'argent. Si c'est possible que tu ailles retirer ça, tu viens m'amener à l'hôpital. Directement, elle courait pas voir la mère. Maman. Mimi a donné ma soeur a donné mon nom à quelqu'un pour qu'il me tue et tout. Quoi? La mère vient, elle commence à bavarder, dit du n'importe quoi. Ah, car les hommes qui t'enseignent, est-ce qu'ils peuvent même d'abord t'envoyer de l'argent? Tu fais ça seulement pour nous impressionner, pour qu'on ne parle plus comme si il avait envoyé, ou alors ça dans son téléphone. Il a envoyé avec mon numéro, elle n'y croit pas et tout. À ce moment, elle était tellement en train de m'insulter, prostituée, va-nu-pied et tout. J'ai commencé à lui répondre. Elle a porté mes valises, elle a versé dehors. Nous étions à la maison, mon grand frère, mon petit frère, ma grande soeur. En fait, tout le monde était là, quoi. Mon père aussi et tout. Quand elle a versé là dehors, je suis juste allée prendre ma fille parce que j'étais décidée à m'en aller avec elle. Elle est venue, elle a arraché de mes mains puisque je n'avais pas de force, en fait. Je n'avais pas de force. Je suis partie, je suis restée, j'ai voulu faire les problèmes, étant donné que les voisins étaient déjà un peu alertés, j'ai préféré sursoir à ce bruit. J'ai juste rangé mes choses dans la valise, je suis partie, j'étais tellement faible et la route était encore loin pour partir prendre la moto. Heureusement pour moi, j'ai vu, et je n'avais pas d'argent sur moi. J'ai vu un jeune homme qui vivait au quartier qui avait la moto. Il m'a laissé à Express Union là même. Quand j'entre, je suis en train de faire le retrait. À peine je suis en train de faire le retrait. Quand je voulais sortir, je la vois assise sur une chaise. Donc elle m'avait suivi en fait pour se rassurer que comme c'est comme ça là, elle a pris l'argent et c'est combien qu'elle a pris. Je suis directement sortie. J'ai pris la moto. Je suis partie. Directement quand je suis sortie, elle m'a aussi suivi. Je parlais doucement, je suis directement allée aux agences. C'est aux agences donc je me lave parce que je sentais même mauvais, je vais vous dire. Je me lave, je m'habille et je prends la direction de Yaoundé pour chez le père de mon enfant. J'arrive là-bas le lendemain, je suis hospitalisée en urgence parce que j'avais un palu très fort qui a failli me faire perdre mon enfant. J'arrive chez lui à Yaoundé. Je suis hospitalisée. Ses parents étaient très accueillants avec moi. Et son papa est venu, il m'a dit, tu aurais dû nous dire, on serait venu chez vous, mais quand tu expliques tout ça, c'est pas bien, c'est pas comme ça et tout. Je lui donne dans le numéro de mes parents, appelez-les et tout. Ma mère n'a même pas voulu savoir quoi que ce soit de moi et tout. En fait, elle a bloqué toute possibilité de dialogue et tout. Quand je sors de l'hôpital, il me dit, tu vas rester ici jusqu'à ce que tu accouches. Nous étions comme ça au mois d'août déjà. Je lui dis non, je ne vais pas rester ici. Étant donné que tu n'es pas allé voir mes parents, je ne peux pas venir rester chez toi comme si c'était déjà ton épouse et tout. Ok, tu as pris soin de moi parce que je porte ton enfant, mais de là à rester là, non. Même pour le bien, on reste, il faudrait un consensus avec les familles. Donc, on s'est donc... Son papa m'a donc dit, comme tu insistes de rentrer, ok, on ne peut pas t'encombrer étant donné que tu es convalescente. Il faut donc que tu rentres et entre-temps, on va envoyer
la layette à une agence ou peut-être à une amie que tu n'auras donné le nom. Elle va aller chercher pour venir te donner. Parce qu'il ne faut pas que tu te déplaces trop. Ou on va alors nous-mêmes venir te donner. Je dis ok, sans problème. Je pars. J'arrive, je fais 2 semaines. On parlait bien, le gars et moi, ses parents, ses soeurs. À un moment, il répondait plus à mes messages, mes appels, il me snobait. Ses parents, ses frères et soeurs, pareil. C'est quoi le problème en fait? C'est un jour où j'ai insisté à l'appeler. C'est là où il me dit, écoute, on va parler le soir. Je dis ok. Nous étions au mois de septembre. J'avais déjà recommencé le boulot. Je l'appelle, il me dit, j'ai une conversation à te faire écouter. Je ne sais pas trop là où il avait enregistré. C'était la voix de ma mère qui lui demandait, tu prends soin de ma fille comme ça là, tu es sûr, tu penses que l'enfant qui est dans son ventre là, c'est le tien. Ma fille marche trop. Commence à dire des trucs. Pourtant, elle et moi, on ne partage vraiment rien. Genre, si j'ai un ami, je lui dis non, rien, honnêtement. C'est là où il me dit, ta mère ne peut pas me mentir. Ta mère ne peut pas me mentir, alors c'est bon. Ton jeu a été dévoilé. Je ne me plains pas pour ce que j'ai fait pour toi, mais bonne chance à toi. Il a raccroché. Ce jour-là, je me suis sentie la plus idiote de toutes les femmes de la terre. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'appelle son père. Son père me dit, si mon fils dit qu'il n'est pas le père de ton enfant, qu'est-ce que moi je peux dire? Je te connais pas. C'est lui qui peut témoigner de la véracité des faits et quoi que ce soit. Ses sœurs, pareil, tout le monde m'a tourné le dos. J'ai dit ok, d'accord. Si c'est comme ça, ok. Je vais donc voir mon patron, je prends une avance sur salaire. Je vais dans le marché le plus proche faire une layette express parce que j'accouchais en novembre. Quand mon moment approchait déjà, mon chef me demande, tu vas accoucher à quel moment? Je lui dis novembre. Il me dit, mais quand la date probable, c'est quand? Il ne faut pas que tu restes ici toute seule, c'est pas bien. Il me convainc donc d'aller accoucher chez lui. Puisque c'est un monsieur, nous sommes du même village, mais on travaillait dans une autre localité. Et c'était mon chef. Quand il me dit ça, il me convainc, alors je vais chez lui. J'accouche. Et je sors de l'hôpital ayant payé toutes les factures. Quand je reviens de l'hôpital, je suis chez lui. C'est alors là que certaines personnes qui connaissent mes parents se mettent à se poser des questions. Mais c'est qui pour lui? C'est ça pour une nouvelle femme. C'est là où peut-être ça tombe dans les oreilles de ma mère. Elle n'est même pas venue. C'est ma grand-mère qui arrive. Elle me demande, ta maman est venue ici? Je lui dis non. Directement, elle appelle ma mère. Elle lui dit, ta fille ne peut pas accoucher. Elle vit chez quelqu'un et en plus, tu passes même pas. Elle est venue faire l'hypocrisie. Elle est partie. Je suis restée là avec mon fils et tout. Un jour, je vais en famille. Puisque elle et ma soeur avaient fait comme un mariage arrangé avec un ami à ma soeur. Moi, je leur ai dit non, je ne peux pas l'épouser. Déjà que j'ai un enfant, un bébé en main. Et déjà, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas côtoyé pour que je dise juste que je vais aller chez lui comme ça. Non. Elles se sont mis à m'insulter cette nuit-là. Dire comment... Alerter tout le quartier. Dire comment est-ce que j'ai accouché. L'enfant est resté nu plus de 3 jours. Si ma mère ne venait pas, j'allais pas habiller l'enfant et tout. Ma soeur soutenait ça et fermement. À un moment, ma soeur a tellement soutenu cette idée bizarre que je l'ai arrêtée par les cheveux voulant la frapper. Ma mère a porté toutes mes choses avec celle du bébé. Vers ce dernier, nous étions, il était minuit passé, sur une pluie torrentielle. J'ai pris mon fils, j'ai fait ma prière, je suis partie. Je ne peux pas vous dire comment j'ai fait pour arriver dans mon lieu de service cette nuit-là à 2h. Mais je suis arrivée et j'étais saine et sauve. Vers le mois de juin, mon fils tombe gravement malade. Tous les examens à l'hôpital sont négatifs. Je suis dépassée, démoralisée, sans soutien de personne. Mais à ce moment-là, déjà, quand j'ai accouché,
Le père de l'enfant est revenu vers moi parce qu'il y a certains de ses amis qui étaient venus voir l'enfant. Et lui ont dit, gars, c'est ta photocopie, pardon, viens, tes trucs que tu avais dit là. Quand il est revenu vers moi, je lui ai dit non, écoute, va-t'en, honnêtement. Va-t'en parce que tu n'as pas cru en moi, alors ça sert à rien. Honnêtement, mais nous sommes restés en contact, mais je lui posais pratiquement pas mes problèmes. Nous sommes restés, on a parlé. On parlait et tout. Quand l'enfant est tombé malade, quand je lui ai parlé de ça, il n'a pas manifesté un si grand intérêt. Bon, je me suis dit, j'ai essayé de le faire avec les moyens que j'avais. Je suis allée, j'étais dans une chambrette. Chez nous, je tiens à signaler que chaque fois que j'allais chez nous, je dormais à même le sol avec mon fils. Parce que selon ma mère, c'est la maison de son mari. Et selon mes frères et soeurs, c'est la maison de leur père, comme il me l'avait déjà dit. J'étais dans une vieille maison abandonnée là dans la concession avec mon fils. Je mangeais à peine tout mon pot, ce que je pouvais, 10 francs, 25, 100 francs, c'était pour acheter des médicaments pour mon fils, mais jusque-là, rien. Un jour, ma maman rentre du champ, elle dit aux gens qu'on a cassé sa maison, on a porté 400 000. Directement, on alerte la police, le commissariat, on vient là. Il y avait plein de personnes, mes oncles, mon père, mes frères et soeurs. Ils arrivent pour m'embarquer. Je leur dis, si je prenais ces 400 000, comment d'abord? On n'a pas cassé le cadenas, on n'a pas fendu la porte, on est entré comment? Et là où elle expliquait, la personne savait comment que c'est là-bas. Je n'entre jamais là-bas. Elle dit, c'est une voleuse internationale. C'est là où je leur dis, ok, embarquez-moi, mais embarquez-moi avec mon fils. Parce que je ne peux pas le laisser ici seul. L'enfant était vraiment devenu comme le papier. Tout le monde me demande, je leur dis, j'ai pas pris cet argent. Si je prenais cet argent, c'était pour aller soigner mon fils. Donc je vais prendre l'argent, je reste là, on vient me trouver encore là. Bien après, un de mes oncles est allé parler à ce policier qui était venu. Il ne m'a pas embarqué, Dieu merci. J'ai continué à soigner mon fils comme je pouvais. Quand j'ai pu reprendre le travail, j'ai repris le travail. Au mois d'octobre de l'année qui suivait, il avait déjà pratiquement 2 ans et demi, je pense, oui. 3 ans et demi, je crois, oui. 2 ou 3 ans et demi. Il rechute. Et pareil, le scénario est pareil. Je me dirige donc vers la médecine traditionnelle. C'est là où on me dit que cet enfant veut son père. Quoi que tu vas faire, soit tu vas vivre avec son père, soit tu enterreras ton fils. Un jour, je me lève, j'arrive à Yaoundé, il est minuit. Je lui dis, écoute, prends ton enfant. Moi, honnêtement, je t'ai appelé plusieurs fois de venir, ne serait-ce que regarder l'enfant. Puisqu'on dit qu'il te cherche. Toi, au lieu que je l'enterre, je préfère le savoir loin de moi, mais en santé. Tu vas rester avec lui, que tu le veuilles ou pas. Si tu veux, contacte les tribunaux. Moi, j'aurai mes arguments. Et s'il décide que l'enfant rentrera avec moi, je rentrerai avec lui, tout en sachant que je l'enterrerai d'un moment à l'autre. Ça, ses frères, ils ont essayé de me convaincre. Je leur ai dit non, même vous n'avez pas été là pour moi, ni pour cet enfant. Alors, si je le fais, c'est parce que j'aime mon fils en fait. Sa maman a dit, si tu pars, tu reviens pas. Je lui ai dit, j'avais pas l'intention de revenir. C'est pas comme si, parce que selon eux, ils se disaient que je viens de laisser l'enfant là-bas, comme j'aurais l'occasion de venir lui rendre visite et profiter pour peut-être rester avec le gars. Je leur ai dit, écoutez, je pourrais voir mon fils, mais loin de moi cette idée de faire quoi que ce soit avec votre fils. Je suis partie. Depuis lors, mon fils n'a plus jamais été malade. Rien. Un jour, ça fait peut-être 2 ans,
Je reste chez mon oncle au village. Ma maman vient me donner une convocation. Je lui demande pourquoi est-ce que je suis convoquée. Elle ne me répond pas. Elle me dit juste, on va t'enfermer, tu vas voir. Je dis ok, j'ai pas peur de ça. Quand j'étais enceinte de ma première fille, tu m'as enfermée dans l'optique de faire en sorte qu'on me fouette et que je puisse accepter d'avorter. Je ne l'ai pas fait. Donc aujourd'hui, si on fait n'importe quoi, ils vont juste me fouetter après. Quand je vais au commissariat, quand je lis la fiche, en fait, on m'accusait de trafic d'enfants. En fait, je vais pas aller de long en large. Ma mère avait porté plainte contre moi d'avoir tué et décapité mon fils pour vendre ses organes vitaux, le sexe, les poumons, le cœur. Je lui demande, tu as pris l'information où? Elle me dit, en fait, qu'elle a des personnes qui l'ont vu et qui lui ont dit, et qu'ils connaissent même où j'ai enterré les restes. J'ai dit, ok. Le jour de la confrontation arrive, je me rends là-bas. Quand on voulait parler, j'ai dit au commandant, moi je suis pas ici pour parler. Je voudrais que ces personnes, ces témoins-là viennent et qu'ils me disent en fait. Ils me disent voici ce qui se passe. Voici là où peut-être même avec des vidéos concrètes quoi. Personne ne m'a rien dit de la sorte. On a renvoyé la confrontation pour... Apparemment, ces témoins-là n'étaient pas disponibles d'après ce qu'elle a dit. Je suis rentrée, à peine je suis rentrée. Non, nous sommes rentrés, on avait rendez-vous au service social dans quelques jours. On est allé au service social. Et après le service social, on devait me déférer pour la prison, pour attendre mon jugement. C'est mon oncle qui est allé taper les mains là-bas. Ouais. Ça, c'est une affaire de famille. Et la manière que je vois là, l'enfant, puisqu'on dit donner le numéro du père de l'enfant. Ils ont appelé et il leur a certifié que oui, l'enfant est avec moi. Je leur ai dit, je parle même pas avec lui. Si je lui demande comment va l'enfant, il va bien. Si je passe à Yaoundé, je vois mon enfant, c'est tout. Donc pour dire que j'ai fait quoi que ce soit avec lui, vous vous trompez. Ma mère dit non, c'est un coup monté. Qu'est-ce qui nous prouve même que c'est le père de l'enfant qu'on appelle et tout. Mon oncle allait donc vers le commandant, lui dit, s'il vous plaît, laissez cet enfant. Quand je rentre donc chez mon oncle, je suis en train de faire à manger. Le soir du jour où j'ai été relâchée et que l'affaire a été abandonnée, ma mère vient dire à ma tante, vous laissez comme ça qu'elle prépare. Je l'ai vue au marché là quand on rentrait, elle a acheté du poison. Elle va vous empoisonner ici. Elle parlait tellement à haute voix. J'avais fait la sauce, je m'apprêtais à faire le couscous, je crois. Et elle lavait mes mains. Je suis allée me débarbouiller. Je suis allée faire ma valise, je suis partie. Ma tante m'a dit non, je lui ai dit non. Si quelque chose t'arrive avec tes enfants ici aujourd'hui, même un simple mal de tête, je saurai que c'est par rapport à moi. Alors je préfère partir pour nous éviter tout genre de scène. C'est là où je porte mes choses, je pars. Je suis partie. Je continue à travailler comme bon me semble. Après, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a demandé en mariage. Quand ma mère a su ça, elle me dit... En fait, elle a su comment, en fait. Un jour, il me dit, où est-ce que tu es? Je lui dis, non, je suis chez nous. Il me dit, ok, je vais venir te chercher, qu'on puisse aller se balader. Quand il vient, j'étais à l'intérieur en train de m'habiller, puisqu'il y a les maisons à louer, les appartements à louer. Je viens le trouver en train de parler le patois avec ma mère. Ok. Je pars, quand je reviens, ma mère me dit, tu connais le gars là où et quelle relation vous l'entretenez? Je lui dis non, c'est un ami. Elle me dit, en tout cas c'est ton frère. Comment c'est mon frère? Je connais ses parents. Et ils m'ont jamais, et je leur ai dit qu'ils sont mes parents. Et ils n'ont pas vu à ça. Elle explique un certain lien de famille. Je me déplace avec le gars. On va chez sa mère. Puis à ce moment même son père vivait encore. On parle de ça. Papa là nous dit non. Ta grand-mère, toi ma fille, ta grand-mère et moi, nous avons grandi comme des frères parce que nos parents étaient amis. Mais il n'y a aucun lien de sang. Nous sommes allés dans lui.
nous sommes allés dans la famille de ma propre grand-mère se renseigner. On nous a dit qu'il n'y a aucun lien de famille. Ma mère m'a dit, si tu épouses ce gars, je te maudis, je te renie. J'étais démoralisée. Honnêtement, j'étais démoralisée. Quelques jours après, le gars m'appelle étant en cellule. Qu'est-ce que tu fais en cellule? Ta mère m'a mise en cellule jusqu'à ce que je signe un document qui atteste que même en route, je ne vais plus jamais te saluer. J'étais vraiment perdue. Bien après, quand il a signé même ce document, on s'est vu en cachette quelque part. Il m'a dit, fuyons, allons même en aventure. Puisque c'était un garçon qui se battait vraiment, il avait son champ de cacao, il avait quand même un peu d'argent. Je lui ai dit non, je ne ferai pas ça. Et je ne voudrais pas que tu gâches ta vie à cause de moi. Alors si tu trouves ta femme, épouse-la. Quelques temps après, c'était toujours un peu difficile, mais j'ai réussi quand même à me marier malgré tous les coups bas de ma mère. Je ne vais pas entrer dans les détails. Malgré tous les coups bas de ma mère, malgré tous ces coups bas, j'ai réussi quand même à me marier. Et la première fois qu'elle est arrivée chez moi, elle était étonnée. Elle dit à mon mari, waouh, vous avez même des chaises, vous avez même des lits. J'étais dépassée, je me disais, vraiment, tu penses qu'on devrait dormir au sol? Mais non. C'est comme ça qu'elle a toujours fait des petits coups bas, mais comme je dis, la grâce de Dieu. Mon mari, c'est quelqu'un qui est très compréhensif. Il m'a toujours compris et il a toujours accepté toutes ces choses-là. À peine je me suis mariée, il a demandé à ce que je prenne ma fille. Parce que je ne lui ai rien caché, je lui ai vraiment expliqué les choses comme elles étaient. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, mais j'aimerais que ta fille vienne rester avec nous désormais. Qu'elle puisse grandir à tes côtés, qu'elle puisse connaître l'amour de sa mère. C'est ce que j'ai fait. Je me suis mariée parce que vraiment, Dieu était avec moi. Sinon, ma mère allait boycotter parce que, étant le témoin de mon mariage, 2 jours avant, elle dit, elle ne vient pas. Il a fallu qu'on la supplie. Finalement, elle est arrivée, c'est vrai, avec des scènes bizarres, mais elle est arrivée, on l'a fait et puis c'est passé. Il y a eu toujours des petits événements entre-temps et tout. Mais récemment, nous avons perdu un frère. Le premier né à mes parents. Et c'était quelqu'un avec qui je parlais presque pas. Parce que ma mère, c'est le genre de femme où si elle n'aime pas un enfant, que tout le monde se lie derrière elle pour ne pas l'aimer. Alors des fois, je lui écrivais, il répondait pas, il voyait, il répondait pas. Je dis ok, je vais pas te forcer. Je prenais des nouvelles, si pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Je me lève, je suis là un soir, on m'appelle, on me dit qu'il est décédé. Je dis ok. Comme j'avais un bébé pratiquement de moins d'1 an même, je me déplace plutôt le lendemain matin pour aller, puisqu'on m'a annoncé le deuil vers les 20h et il pleuvait abondamment. Je me déplace donc le lendemain. Quand j'arrive à la cour du deuil, je veux embrasser ma maman, elle me pousse. Je dis ok, je viens, je pleure, on fait tout ce qu'on a à faire. À peine la soirée arrive, mes tantes m'appellent, elles me disent ta mère se plaint ici que tu ne fais pas ici. Je dis quoi? Nous sommes là pour parler de moi ou pour parler de mon frère décédé. Elle s'est tellement plainte, dit n'importe quoi. J'ai dit à mes tantes, moi je parle rien. Parce que si je dis n'importe quoi, vous ne me croirez pas parce que vous avez sa version des faits en fait. Ça fait des années qu'elle se plaint. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre? À peine je suis passée pour aller peut-être servir à manger aux gens. Celle-là, je ne sais même pas où elle est mariée. Je l'ai envoyée à l'école. Maintenant qu'elle travaille, elle dit ok. Je reste tranquille, je dis rien. Quelques jours plus tard, il a fallu que je rentre puisque j'avais laissé les autres enfants à la maison malades.
Mon mari envoie un peu d'argent pour que je lui donne, pour qu'elle puisse gérer même la nourriture des gens, même la ration de la maison, comme il y aura les gens à la maison entre-temps. Elle me dit, elle ne prend pas. Je vais donner à mon père. Elle commence à crier partout à la maison qu'on a donné l'argent. Je suis allée donner à mon père. Je repars prendre l'argent, là je viens, je lui donne à main propre devant ma tante. Je me tourne, je pars. La date du deuil de l'enterrement a été repoussée. Je ne suis pas informée. Je suis informée par des intermédiaires. Genre, on a un groupe de famille, mais il y a des gens à qui on donne des informations, des gens à qui on ne donne pas. Je fais tout, j'arrive au deuil. Mon mari d'abord est parti. Quelques temps après que je sois rentrée du village, lui il est parti pour saluer le deuil, comme on dit souvent. Il arrive là-bas, elle a tellement insulté, dit du n'importe quoi. Il était même avec ses frères. Et lui dire carrément qu'on me dise que je ne dois rien lui demander le jour du deuil, puisque avant elle faisait dans le service traiteur, que je dois rien lui demander par rapport à assiette, marmite et tout pour préparer les choses pour le deuil. Mon mari rentré me l'a dit, j'ai dit ok, sans problème. Quand le deuil est donc arrivé, le jour de l'enterrement, je suis donc allée. J'avais confié la tâche des achats à une maman qu'elle est allée pistonner pour savoir qu'est-ce qu'elle a acheté, combien de casiers de bière, qu'est-ce qu'elle va préparer, elle va préparer où, elle va venir avec qui, elle va s'habiller comment. Tout le village savait déjà que je dois préparer ci ou ça. Elle disait aux gens que j'ai acheté un seau de pommes et un poulet. C'est elle qui va me donner tout. Je dis ok. On a fait le deuil comme on a pu, je l'évitais au maximum. Le dimanche après le deuil, chez nous, il y a un rituel qu'on fait à la tombe, en fait les au revoir, comme on dit souvent. On l'a donc fait, quand moi je partais, donc elle m'appelle, elle me demande de lui chercher un sac de marché. Je viens, je lui cherche un sac de marché, elle me dit attends, j'attends devant la porte du magasin. Elle met certaines choses dans le sac, elle me dit ne pars pas encore, garde ça. Tu vas rentrer avec de nos enfants. J'ai même voulu dire non. Après, j'ai encore dit bon. Des fois, il faut enterrer la hache de guerre à un moment. J'ai gardé quelque part. On a tourné. Quand il fallait que je parte, j'ai fait exprès d'oublier. De faire comme si j'ai oublié ce sac-là. C'est elle qui me rappelle. Tu n'as pas pris ton sac là, j'entre donc je porte le sac. Mon mari même me dit, je veux pas les choses qu'après on va dire que tu es venu vider la maison de quelqu'un ou... Je dis non, c'est elle-même qui m'a donné, tu vois, c'est elle qui me rappelle. Je dis ok. Nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés, après que nous soyons arrivés à Douala, ça fait peut-être une semaine. Je reste un soir, je reçois l'appel d'un monsieur qui est apparemment un oncle à mon père. Il me dit que ma mère est venue se plaindre chez lui à Tchang. Disant des choses que je suis mariée, elle ne me connaît pas où je suis mariée, je dis des choses bizarres. Il me demande de venir chez lui. Je dis ok papa, j'ai compris. Maman lui raconte comment est-ce que mon frère est mort, je suis venue 4 jours après. Je n'ai rien préparé à son deuil. Si ça n'avait pas été elle qui donnait les choses pour qu'on prépare à mon nom, je devais aussi venir au deuil comme ça et tout, jusqu'à je suis venue vider les vins dans sa cave du deuil. J'étais vraiment dépassée. Je dis ok, puisque ce jour-là, le monsieur a exigé que, en me parlant, il faudrait que mon mari soit là. Je dis ok, quand on aura le temps, on va venir chez toi. Elle dit à ce monsieur qu'elle n'a même pas mon numéro. Je dis ok. Le lendemain matin, il est 6h quand je me réveille. Je me connecte. Je vois qu'elle m'a appelé à WhatsApp plus de 15 fois. Elle a envoyé des voices. Directement, mon mari a pris mon téléphone, je ne sais pas pourquoi. Il me dit, wow, ta mère t'a envoyé des voix. Je lui dis, j'ai pas envie de les écouter parce que je ne veux pas gâcher ma journée. Il me dit, laisse-moi, je vais les écouter. Je dis, oh bon, livre à toi. Si je vous envoie ces voices, parce que j'ai fini par les écouter, si je vous envoie ces voices, vous aurez les larmes aux yeux. Ou ma propre mère me maudit mes enfants jusqu'à leur 3e génération. Et que ça ne pourra, on ne pourra faire une assise pour en parler que dans 20 ans. Aussi,
elle me promet qu'elle va me nuire de toutes les façons possibles, même si c'est dans le mystique. Voici ses propos: je vais envoyer un vent mystique qui va te détruire. Même dans mon lieu de service, elle cherchera à avoir des contacts avec mes collaborateurs pour qu'on puisse vraiment me nuire. Quand j'ai reçu ces messages, elle ne faisait qu'envoyer des voix. Tout au long de la journée, elle appelait, je ne répondais pas. Tous ces voix, je n'ai pas répondu. À chaque fois, dès qu'elle envoyait les voix, je télécharge, je garde. Comme elle a vu que je ne répondais pas, elle appelle mon mari. Elle commence à l'insulter, lui dire n'importe quoi. Lui dire que si un jour elle vient à décéder, qu'on ne vienne même pas à ses obsèques, en tout cas elle a déjà écrit et elle a déjà confié la mission à des personnes qui ne me permettront même pas d'entrer au village, même par tous les moyens. Je dis ok. Envoyer des messages, dire à mon époux, puisque quand je suis arrivée au village, j'étais avec mon chef, chez qui j'ai accouché mon premier garçon dont je vous parlais. C'est chez lui en fait que j'ai eu à faire la cuisine pour le deuil. Elle explique donc à mon mari que ce monsieur est mon amant depuis des années, en lui expliquant que peut-être les enfants même que j'ai avec lui sont ceux de ce monsieur. Je dis à mon mari, voilà, l'histoire recommence parce que c'est la même chose qu'elle a eu à faire. Elle a dit tellement de choses, dire comment est-ce que je passe mon temps à écrire à mes beaux-parents qui ne sont pas au Cameroun pour leur dire qu'elle est malade et prendre de cet argent manger. Je demande, mais si elle est malade, je vais appeler mes beaux-parents pour leur dire que ma mère est malade. Mais non, je tiens déjà à rappeler ici que quand mon grand frère est décédé, elle a appelé mon beau-père pour lui faire comprendre que son fils est décédé et qu'elle attend de lui une somme considérable. Est-ce que ça se fait? De vous à moi, est-ce que ça se fait? Elle m'a proféré tellement de menaces. Le même soir où tout ça s'est passé, j'ai fait un rêve dans lequel je bagarrais avec elle. Le matin, j'étais complètement fatiguée jusqu'à ce que je vous parle. Je ne m'y suis pas encore remis. C'est un peu comme si j'avais le palu, mais c'est pas trop ça, c'est plus la fatigue en fait. J'ai dit ok, si c'est de cette façon que ma propre mère voudrait me tuer, ok, mais qu'elle laisse mes enfants en dehors de ça. Elle va dans ses voices jusqu'à dire que puisque mon dernier fils que j'ai, quand j'ai accouché, mon père a exigé que je vienne chez lui. Bon, je sais pas trop pourquoi que je vienne chez lui au village passer du temps. Je suis donc allée là-bas, chez lui au village. Ma mère dit comment est-ce que en partant, j'ai vidé toutes ces perruques, j'ai volé à la maison. J'étais dépassée par ces voix. Parce que si je vous envoie ces voix-là, vous n'allez pas croire vraiment que c'est une maman qui parle de son enfant. J'ai eu un cambriolage chez moi puisque je ne vis pas dans la même ville que mon époux. Quand il faut que je travaille, je vais à mon lieu de service où je passe des mois et après je reviens. J'ai eu un cambriolage dans mon lieu de service où on a vidé pratiquement tout chez moi. Quand on vide ça, mon mari me dit ok, je suis en train d'arriver, je vais porter ce qui est ici à la maison et venir là-bas, quitte à rentrer d'abord avant d'acheter, parce que tu peux pas rester avec les enfants sans la télé, sans le gaz, en fait sans des petits trucs nécessaires là. Étant en route, c'est ma maman qui l'appelle, elle lui dit passe chez moi. Il me dit ta maman demande que je fasse une escale à la maison. Je lui dis non, ne passe pas là-bas parce que je sais qu'elle va te donner certaines choses et demain ce sera pour m'insulter. Il me dit non, ta mère ne peut pas m'appeler comme ça, je n'y vais pas. Elle avait déjà tout emballé. Il est juste venu la porter, il est parti. C'est même quand je déballais à la maison qu'il a su qu'il y avait XY dedans. Aujourd'hui, elle raconte à qui veut bien l'entendre que j'ai fait un coup monté pour raconter que qu'on a cambriolé chez moi. J'ai encore les papiers, parce que j'ai porté plainte et le bandit a été retrouvé. J'ai encore les papiers
comment est-ce qu'on appelle ça? La note du procureur qui convoque un procès, je crois on appelle ça j'oublie. J'ai encore tous ces papiers-là. Alors, je suis aussi allée corrompre un procureur de faire ça pour me donner. Mon papa est venu constater les faits, en fait, quelques temps après que je suis arrivée, là où on m'avait cambriolé. Toutes les mamans du quartier sont venues. Ouais, papa, tu vas dire que tu as envoyé ta fille travailler ici, là, comme ça. Ouais. Donc, moi aussi, je suis allée payer ces femmes-là pour qu'elles viennent faire la talakou. Aujourd'hui, je suis dépassée par ce qui se passe parce que mon papa est toujours resté en retrait, en fait. J'aimerais vraiment que vous m'aidiez à comprendre cette situation parce que je ne comprends pas comment est-ce que quelqu'un... Je vous épargne certains détails parce que c'est long à expliquer. C'est même digne d'un film à la Nollywood. Comment quelqu'un pourrait accoucher son propre enfant et vouloir le voir sombrer? Parce que jusqu'à ce que je me rappelle, ma mère me disait souvent, ainsi que mes soeurs, t'es vraiment trop laide pour que quelqu'un pense même à faire quoi que ce soit avec toi. Il va te mettre un oreiller sur la tête avant de faire quoi que ce soit avec toi. Vraiment. Au point où des fois j'y croyais. J'y croyais vraiment. Quand un homme me disait t'es belle, je lui dis t'as besoin de décharger là. Dis-le moi. Vous voyez un peu, donc c'est tellement me dénigrer. Si un jour tu travailles, même tu feras rien avec ton argent, tu ne pourras rien aider tes enfants. Donc c'est un peu ça en fait. J'aimerais vraiment comprendre si c'est spirituel ou je sais pas. Je suis dépassée en fait.